Madame Nina possède le même entraînement que Monsieur Vidal, elle ne peut être qu'un atout pour l'équipe. Hi 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 hi. Affirma spontanément Quick. J'en conviens. Effectivement. Les protagonistes étaient tous d'accord sur ce point et en conclurent qu'elle hériterait de la sphère de la Terre. Nouveau personnage. Nina Azaï. Âge 21 ans. Yeux brun. Cheveux noirs. Histoire. Nina Azaï est également née sur Omnica, la flotte interstellaire qui a accueilli la race humaine. Dès son jeune âge, ses parents lui ont raconté des histoires qui dataient de la période où les humains habitaient encore sur la Terre. Curieuse, elle s'est mise à étudier les époques anciennes, mais les récits restaient toujours trop flous ou incomplets à son goût. Lorsque les postes ont été ouverts pour faire partie de la nouvelle équipe d'éclaireurs, Nina y a eu une formidable possibilité de découvrir l'histoire du monde sous un nouvel angle, en mettant à profit ses connaissances et son talent de communicatrice. Une seule chose, les enfants. Ajouta Sir Sandrin. Je n'ai pas l'habitude d'envoyer des jeunes en première ligne. Où sont vos parents? Vidal et Nina se jetèrent un coup d'œil afin de s'assurer qu'ils allaient avoir le même discours. L'éclaireuse prit la parole. Ah! Ils sont morts lorsqu'ils étaient jeunes. Nous avons vécu à l'orphelinat de Pont-Double avant de s'engager dans l'infanterie là-bas, mais l'aventure nous appelait. Le second lieutenant était impressionné. À peine remise sur pied, Nina s'était assurée de leur inventer un passé crédible. Il se sentait rassuré d'avoir cet allié et ami à ses côtés. Des soldats? Parfait. Cela me rassure. Mais restez vigilants, s'il vous plaît. Vous n'avez aucune idée de quoi Sin est capable. Je viens d'en apprendre plus sur Vidal qu'au cours des 2 dernières semaines, lâcha la commandante déchue. Trêve de discussion. Nous avons un éveil à conclure. Nina? Prête, la jeune femme s'approcha doucement du roi des fées. Celui-ci dévoila la fameuse sphère de la terre qu'il gardait précieusement. L'orbe brun flottait dans ses mains qu'il tendait vers Nina. Tu dois mentalement accepter de l'absorber et de devenir l'élu de la Terre. L'éclaireuse s'exécuta, projetant ses pensées selon les directives d'Ordogantre. À peine les yeux fermés, la sphère se mit à scintiller vivement, dégageant une mystérieuse puissance avant de se dissoudre progressivement dans ses paumes. Nina tituba un instant et rouvrit les yeux pour se stabiliser. Elle lâcha un cri de surprise. « Est-ce que ça va? » questionna expressément Vidal. Oui, c'est que... C'est le dieu de la terre que tu vois, ma jolie. Chaque élu possède un lien privilégié avec son dieu. Certains sont plus volubiles que d'autres, mais rassure-toi, tu n'es pas obligé de les écouter pour conserver tes pouvoirs. Par contre, si tu souhaites les développer, ils sont habituellement de bons conseils. C'est noté. Balbutia-t-elle en fixant le vide. Bon, Conclut Amer. je propose que nous terminions les préparatifs et que nous allions rendre visite à Garbenvendir pour notre équipement. Rendez-vous demain à la forge, après dîner. Bienvenue, mes amis! S'exclama le forgeron en voyant Ordogantre, Amer, Prime, Nina et Vidal s'approcher de son lieu de travail. Son regard croisa celui du second lieutenant, qui, mal à l'aise, se tenait à l'écart du groupe. Garben fronça les sourcils en voyant celui qui lui avait sauté à la gorge une semaine auparavant.
il ne put s'empêcher de lâcher un commentaire. J'espère que cette fois-ci, tu sauras te contrôler. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien si tu ne me donnes aucune raison de m'énerver. Les deux hommes se fixaient sans rien dire. Vidal crut bon de laisser tomber son ego afin de favoriser la collaboration. C'est que... Quand tu as parlé de mon épée en la qualifiant de sinsinienne, je n'ai pas apprécié que tu sous-entendais que j'étais un ennemi d'Ardbourg simplement parce que je suis un étranger. Le forgeron parut surpris face à ces révélations. Il fit quelques pas pour s'approcher de son interlocuteur. Oh! Je n'avais pas compris que tu avais interprété mon commentaire de la sorte. Loin de moi l'envie de te brusquer, mais je sais reconnaître l'origine de fabrication de bien des armes. Il se trouve que ton épée, elle vient effectivement de Sinsini. Pardon? Tu ne le savais pas? Ah, je suis désolé. À quel endroit l'as-tu obtenu? La scène se rejoua dans l'esprit de Vidal. À la grotte, c'était ce qu'il avait trouvé de mieux pour se défendre de Queek, alors qu'il avait invoqué une marée de rats contre lui. Il appartenait à un ami. On en trouve ailleurs qu'à Sinsini, des lames de ce type. C'est bien rare. Je te dirais que le commerce se fait en sens unique, c'est-à-dire qu'Ardbourg donne à la capitale et non le contraire. Je suis désolé de mon comportement. Alors. Le jeune médecin se promit de clarifier la situation avec Queek dès qu'il en aurait l'occasion. Tour à tour, chaque membre de l'équipe profita des talents du forgeron pour mettre à jour leur équipement. Ordogantre obtint un bâton métallique pouvant se replier pour un transport plus efficace. Prim fit simplement affiner son hallebarde et nettoyer son bouclier. Nina refusa toute arme. Habituée aux missions diplomatiques, elle était beaucoup plus à l'aise à se battre à main nue. Pour sa part, Vidal ne souhaitait pas montrer son pistolet plasma, évidemment. Il se contenta donc de faire lui aussi aiguiser son épée. Soudainement, une garde d'Ardbourg fit irruption à la forge, interrompant la discussion. Essoufflée, elle était définitivement venue le plus rapidement que ses jambes lui permettaient. Le cortège commercial en provenance de la capitale est à un lieu d'ici. Vous devez vous préparer immédiatement. Ils seront là sous peu. Déjà? Vidal se tourna vers ses alliés. Même s'ils étaient pris de court, aucun d'eux ne paraissait anxieux pour autant. Il était fier de l'équipe choisie pour cette frappe se voulant discrète et précise. Prim hocha de la tête en enfilant une toge à capuchon qui camouflait son apparence morbide. Ils veulent nous prendre par surprise pour ne pas que nous ayons le temps de planifier quoi que ce soit. Ne perdons pas notre temps. Merci, Garben. Je suis désolé pour la mauvaise impression que je vous ai faite. J'espère que je pourrai rétablir le tout dans le futur. C'est déjà oublié. Soyez prudents et bottez les fesses de ces Sensignais. Nous y veillerons. Les protagonistes quittèrent la forge, faisant leur au revoir à Garbenvizir et se dirigèrent sans tarder vers l'ancien site d'écrasement du vaisseau des éclaireurs. Durant les derniers jours, les fermiers avaient préparé la cargaison de blé qui serait livrée à Sinsini. Une trentaine de baillots de froment avaient été conçus avec soin pour réaliser le plan prévu par Sir Amer-Sandrin. 2 d'entre eux, vides en leur centre, permettaient à une équipe spéciale de pénétrer en douce dans l'enceinte de la capitale. Suite à l'annonce de l'arrivée imminente des envoyés sinsiniens, Vidal et Nina se glissèrent dans un des ballots, tandis qu'Ordogantre et Prim se faufilèrent dans le second. Le nouveau commandant s'assura de refermer les cachettes afin qu'elles soient le plus crédibles possible. Il donna à ses alliés une dernière directive avant de les laisser. N'oubliez pas de rester concentrés sur notre objectif, les enfants. En kidnappant le dernier héritier du trône, nous pourrons marchander la fin du traité de Sinsini et l'émancipation d'Ardbourg. Les 4 personnages restèrent dans le silence le plus total pendant environ 1 heure avant que du bruit se fasse entendre dans les alentours.
fiers que le cortège était finalement arrivé et s'affairaient à embarquer les récoltes dans les charrettes. À un moment, Vidal et Nina se sentirent levés du sol, se faisant brasser jusqu'à ce qu'ils soient stabilisés sur un plancher plus solide. Les Cinciniens semblaient n'y avoir vu que du feu. Le manège se poursuivit durant un certain temps. Une voix, étouffée par l'isolation qu'offraient les bottes de blé, parvint tout de même aux oreilles des deux éclaireurs. Tout est embarqué. Questionna-t-elle dans un ton qui leur était familier. Le président ne nous paie que pour un seul aller-retour. Vidal et Nina se regardèrent les yeux ronds, ne croyant pas ce qu'ils venaient d'entendre. De concert, les deux amis nommèrent avec stupéfaction le nom d'un individu qui assurait la gestion du cortège. Seyelver. On ne peut pas se manifester maintenant. On le retrouvera à Cincinnati. Quelques minutes plus tard, les charrettes se mirent en action. Le départ, d'abord chaotique, finit par acquérir un rythme plus constant. Ils perdirent la notion du temps à force d'être immobiles dans les bottes de blé. Accroupis dans une position peu confortable, les aventuriers prévoyaient être bien ankylosés à leur arrivée. En effet, ils en avaient pour environ 3 jours de transport avant de pouvoir finalement se délier les jambes. Les véhicules s'étaient finalement stabilisés après ce qui leur avait semblé une éternité. Les 4 personnages avaient attendu que les ballots soient déchargés des charrettes et que la cacophonie se calme avant de sortir de leur cachette. Alors que Vidal, Nina et Hordegand se massaient les jambes, Prime réalisait qu'il y avait des avantages à être devenu une mort vivante. Le groupe se trouvait dans un vaste entrepôt sombre. Autour de lui s'étalaient de nombreuses récoltes et articles de tous les jours. Les protagonistes en déduirent qu'il s'agissait probablement de toutes les livraisons en provenance des villages environnants. Sans perdre une seconde, ils s'éclipsèrent de l'endroit avant de s'y faire coincer. Le soleil ardent les frappa de plein fouet dès qu'ils mirent les pieds dans les ruelles de Cincinnati. La capitale, se trouvant sur un plateau désertique, offrait une température sèche et chaude. Autour d'eux, les bâtiments couleur sable s'emboîtaient les uns dans les autres afin de profiter au maximum de tout l'espace disponible. Les routes, sinueuses, inégales et restreintes, étaient bondées d'habitants qui circulaient, parfois en transportant des caisses ou des cruches, parfois d'un pas pressé en se faufilant dans les foules. Il ne leur fallut que quelques pas pour que des mendiants de tout âge leur quêtent agressivement un peu de monnaie. Dépaysés, les membres de la résistance d'Artbourg déambulèrent dans les ruelles dans l'espoir de s'orienter. Au loin, d'immenses tours circulaires perçaient le ciel. « Elles font partie du palais du président », informa la squelette. « Nous devrions nous diriger dans cette direction afin de trouver l'endroit où sont gardés les prisonniers. » En effet, il avait été entendu que la première étape du plan serait de faire une diversion. Prime avait proposé de libérer les nombreux esclaves et prisonniers puisqu'il pourrait peut-être, par le fait même, y retrouver Yosé, son écuyer. Débouchant sur une allée plus grande que les autres, les protagonistes réalisèrent bien rapidement que tous les habitants s'y trouvant se dirigeaient dans la même direction qu'eux. Suivant la foule, ils constatèrent que des centaines et des centaines de personnes s'étaient agglutinées au pas des escaliers de l'imposant palais du président. Décorée d'un gigantesque dôme de verre, la structure reflétait les rayons du soleil de façon presque aveuglante. Les 4 personnages se firent une place à travers les nombreuses gens afin de voir ce qui se tramait à l'entrée du bâtiment. Au sommet des escaliers, sur une grande scène, un homme vêtu d'un grand voile blanc couronné d'or s'avançait. Plusieurs autres individus se trouvaient à ses côtés. D'une voix puissante qui se réverbérait sur les constructions avoisinantes, il prit parole. Mon peuple, mes habitants, je souhaitais simplement prendre quelques minutes pour vous annoncer une merveilleuse nouvelle.
mon fils, seul héritier du trône, célébrera finalement son mariage. En effet, nous avons trouvé la perle rare pour lui. Je vous présente la future princesse, Elisabeth Montmeilleur. S'avançant dans une somptueuse robe en dentelle, l'éclaireuse se présenta à la foule devant le regard ébahi de Vidal et Nina. Izzy était en vie. Le second lieutenant se contenait difficilement sur place. Il sentait monter en lui une énergie quasi incontrôlable. Il devait faire quelque chose, il devait l'aider. Nina plaça sa main sur son épaule pour le calmer. On peut peut-être changer les plans. Si on interrompt en grand cette allocution, non seulement nous créerons une immense diversion avec cette foule, mais nous pourrons peut-être libérer Izzy. Qu'en penses-tu, Vidal? C'était le 11e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Vidal et Nina. Le lien se trouve en bas de la description et les votes se terminent dimanche matin. En effet, les deux éclaireurs peuvent décider de réorienter la façon qu'ils feront la diversion ou de s'en tenir au plan initial. Ainsi, ils peuvent décider de créer le chaos lors du discours pour ainsi avoir la chance de sauver Elisabeth ou libérer, tel que prévu, les prisonniers et essayer de retrouver José par le fait même. Ils doivent agir rapidement avant de se faire démasquer. La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 4 septembre à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!